RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Sarah El Haïry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enfance et de la jeunesse et des familles. Donc en 2023, le déficit public s'est élevé à 5,5% du PIB, soit 150 milliards d'euros. Le gouvernement va devoir faire des choix difficiles. Il va falloir tailler dans les dépenses. Est-ce que votre ministère risque d'en pâtir ? Vous savez, l'enjeu qui est le nôtre, c'est de bien sûr faire des économies nécessaires parce que l'argent public, c'est l'argent des Français. Il se trouve qu'il y a des priorités. Et la priorité de la famille est préservée. Parce que plus que jamais, ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, c'est pour nos enfants. Oui. Et donc accompagner, par exemple, le développement du service public de la petite enfance reste une priorité. Et il n'y aura pas de sujet de coupe budgétaire. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit plutôt en économie possible pour ne pas, d'une certaine manière, donner en héritage à nos enfants une dette qui deviendrait insoutenable pour eux et finalement une frange fragilisée. Notamment sur l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on voit qu'en ce moment, on va en parler dans quelques instants, il y a des problèmes graves, importants. On est en train de vivre un moment peut-être d'une crise comme on n'a jamais eu pour la protection de l'enfance, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'être protégés, d'être accueillis. D'une certaine manière, on se dit mais pourquoi notre société amène à ça ? Et en même temps, peut-être qu'il y a aussi plus de professionnels qui alertent, qui signalent. Et du coup, on doit mettre en protection ces enfants. Il y a aussi une crise, celle de l'attractivité des métiers qui accompagnent la protection de l'enfance. Il nous manque beaucoup de professionnels, des éducateurs, des spécialistes, des psychologues pour accompagner ces enfants. Et c'est pour ça qu'un des enjeux en tout cas principaux à mes yeux, c'est de permettre d'apporter des réponses très immédiates avec le soutien des associations, avec le soutien des départements qui ont la responsabilité de cet accueil sur les territoires. Alors on fait quoi concrètement ? On va rentrer un peu dans le détail de ces sujets dans un instant, mais d'un mot sur la question des moyens. Vous dites qu'il n'y aura pas de coupe budgétaire pour vos activités. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir suffisamment de moyens pour mener la politique de l'enfance, la politique sociale que vous aimeriez mener, ou est-ce qu'il en faudrait plus ? Sincèrement, nous avons un budget qui nous permet d'investir sur le service public de la petite enfance. C'est 6 milliards d'euros d'ici 2027 qui sont investis. J'ai des trajectoires qui me permettent d'avoir des moyens. Mais je suis aussi très consciencieuse parce que c'est de l'argent public et c'est l'argent des Français. Donc il faut investir et puis parfois il faut se poser des questions, c'est vrai, sur peut-être des dispositifs qui ne marchent pas bien ou qu'il faudrait faire évoluer pour avoir plus d'efficacité. Moi, je n'ai aucun tabou à la bonne gestion de l'argent public. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est rare et encore plus en ce moment. Mais oui, je considère qu'on a les moyens et qu'il faut aussi mobiliser l'ensemble des moyens autour de nous. Moi, j'invite les entreprises, par exemple, à participer à la création aussi de crèches d'entreprise parce qu'ils en ont les moyens aussi et que chacun doit prendre sa part. Les collectivités investissent. Mais tout ce qu'on fait, tout ce pays qu'on essaye de construire, de le renforcer, on le fait pour qui ? On le fait pour que nos enfants soient dans un pays en sécurité, pour que nos enfants aient une école de qualité et que demain, ils aient finalement des métiers qui les rendent heureux, mais justement correctement. Le problème français, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public, mais est-ce qu'il est mal distribué ? Est-ce qu'il est mal utilisé ? Il faut dire les choses. On a un pays qui, depuis 50 ans, en réalité, est en déficit. Sur les dernières années, il n'y a que 2 années où on est passé en dessous de la barre des 3%. Ouais. C'était 2017-2019, sous la présidence du président de la République, Emmanuel Macron. Mais alors, est-ce que c'est suffisant ? Non, moi je crois qu'il y a des investissements et des dettes qui sont bonnes. Vous êtes sûr de ce chiffre ? En 2019, on était en dessous de 3% de déficit. Exactement, entre 2017 et 2019, c'est les 2 seules années, sur les 50 dernières années, où on est passé en dessous de la barre des 3. Le seul point qui est pour moi important, c'est qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Ça, c'est vrai. La bonne dette, c'est de la dette d'investissement pour l'hôpital, pour l'école, qui permet finalement de construire cette souveraineté, ou industrielle aussi, en réinvestissant pour avoir des emplois. Et puis, parfois, il y a de la mauvaise dette. Et la mauvaise dette, c'est quoi ? Eh bien, c'est parfois de la dette de fonctionnement qu'on a du mal, à en sortir. Et puis, il y a eu des moments, il faut dire les choses telles que nous les avons vécues, où l'État s'est endetté, mais parce que c'était nécessaire. Je pense en particulier à la période du Covid, où l'État
l'État était très protecteur, ou encore la protection après la crise ukrainienne et la protection sur le bouclier tarifaire. Alors, je voudrais qu'on reparle de l'aide à l'enfance. En 2022, le Parlement avait voté une loi prévoyant l'interdiction au 1er février 2024 des placements de jeunes en situation de solitude, de difficultés, dans des hôtels, sauf à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer une mise à l'abri des mineurs. Il y a eu plusieurs morts tragiques de jeunes placés dans des hôtels, dont la dernière, une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée. De quoi est-ce la faillite ? Il y a eu des drames. Et moi, je ne veux pas, et je ne m'habituerai pas à voir des enfants perdre la vie ou pas se trouver suffisamment accompagnés et se retrouver finalement dans un engrenage. Et ça, c'est lié au manque de moyens ? C'est lié peut-être à un manque de coordination, un manque de soutien plus spécifique. Il faut apporter des réponses. Mais je suis la ministre qui a sorti le décret, qui a interdit aujourd'hui finalement à des enfants, à des jeunes qui sont sous la protection des départements, de se retrouver dans des hôtels seuls. Je suis la ministre qui a sorti ce décret il y a à peine un mois. Ça faisait 2 ans qu'il était en travail. Il y a des exceptions dans ce décret, c'est vrai. Ces exceptions, elles sont nécessaires. Je pense en particulier au fait qu'on ne peut plus, si on a moins de 16 ans, de se retrouver dans un hôtel. Ce n'est pas la place d'un enfant. On ne peut plus rester seul. Il faut absolument avoir quelqu'un 24 heures sur 24. Et puis, si on est un enfant en situation de handicap, la place n'est pas à l'hôtel. Soyons très clairs. Donc, on ne peut plus utiliser les hôtels comme un lieu où on accueille des enfants de manière pérenne. C'est interdit. Ça ne pourra plus jamais dépasser 2 mois. Et jamais un enfant de moins de 16 ans et jamais seul. Alors, pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que ces réponses, elles devaient être construites aussi avec les départements, avec les associations. Mais je crois que ça va dans le bon sens. Un enfant, sa place n'est pas à l'hôtel. Une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance devrait voir le jour. Elle a été demandée par plusieurs groupes, notamment les socialistes, mais aussi le Rassemblement national. Elle devrait voir le jour en mai prochain. Est-ce que le travail d'une commission d'enquête comme celle-là pourrait vous aider ? Moi, je crois à la qualité des travaux parlementaires. Je suis moi-même députée, j'ai été élue et puis réélue sur mon territoire. Et je considère que quand les parlementaires se saisissent d'un sujet, oui, c'est pour le faire avancer. Cette commission d'enquête, elle mettra peut-être en lumière des propositions, des pistes, peut-être des fragilités spécifiques. La réalité, c'est que dès mon arrivée, j'ai souhaité mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de cette protection de l'enfance. La priorité doit être l'intérêt des enfants. Et aujourd'hui, on voit que les enfants ont des besoins différents. Il y a des enfants qui vont bien, mais qui ont des parents qui ne sont pas à la hauteur et qui ont besoin d'être protégés. On voit des enfants qui sont en situation de handicap et qui, pour le coup, leur place parfois n'est pas au sein de l'aide sociale à l'enfance, mais au sein d'instituts médico-sociaux, parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement. À peu près 30% des enfants aujourd'hui accueillis au sein de l'aide sociale à l'enfance sont en situation de handicap. Et donc, autour de la table, j'ai la chance parce que ce ministère, pour une fois, eh bien, il sort des silos, des idées de chacun, reste dans son périmètre. Il pense l'enfant et le soutien à la parentalité. Alors, pour sortir de cette crise, il faut recréer de l'attractivité. C'est pour ça que je travaille sur les métiers. Justement, oui, à ce sujet, mais c'est pas nouveau. Je me souviens d'en avoir parlé avec Charlotte Cobel, qui était au poste que vous occupez aujourd'hui il y a pas si longtemps. Comment fait-on alors pour rendre de nouveau tous ces métiers liés à l'enfance plus attractifs ? Écoutez, d'abord en améliorant les conditions de travail. Moi, je vois des professionnels qui sont passionnés. Enfin, s'ils partent, c'est parce que parfois ils sont fatigués, voire épuisés. C'est presque une vocation, non ? Oui, et ça doit rester un métier sur lequel, on a de la possibilité de passerelle, de progression professionnelle, de rémunération à la hauteur. Maintenant, il y a aussi un enjeu, et je pense qu'il faut le poser, qui est quelle est la mission de la protection de l'enfance ? La mission de la protection de l'enfance, elle va de l'accueil social jusqu'à la substitution parentale. Un enfant de moins de 3 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune adolescent. Et donc, il faut qu'on puisse apporter des réponses à l'ensemble de ces tranches d'âge. C'est pour ça qu'une de mes priorités, ça va être d'accompagner le recrutement massif, une grande campagne de recrutement des familles d'accueil, des assistants familiaux. Un enfant, il ne sera jamais mieux que dans un foyer qui l'accompagne, mais ces assistants familiaux et ces familles d'accueil sont des professionnels. Il y a des choses qui sont pour moi des hérésies. Si, bien sûr, il y a un accompagnement financier, ce sont des professionnels. Mais il y a une chose, moi, qui m'a rendue profondément dans l'incompréhension. Aujourd'hui, on interdit, par exemple, aux assistants familiaux d'avoir un autre travail, à temps partiel, par exemple. Ben, je ne trouve pas ça logique. On doit permettre, en fonction de la situation de l'enfant, parce qu'ils n'ont pas tous le même besoin, le même degré d'autonomie,
de permettre d'avoir demain des assistants familiaux et des familles d'accueil dans tous les foyers français qui le souhaiteraient. Accompagner, bien sûr, former toujours, intégrer dans les équipes pluridisciplinaires. Mais on ne peut pas rester dans une lecture et une vision des années 60. Aujourd'hui, les besoins, ils ont changé, les familles françaises ont changé et les enfants doivent rester la priorité. Pour ça, il faut construire des foyers, mais il faut aussi permettre aux assistants familiaux d'accueillir en nombre et d'accompagner aussi ce qu'on appelle un accompagnement éducatif parfois à domicile, mais de manière très intensive. Il faut plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs situations et il ne faut plus être, obsédé par la construction exclusivement de foyers. Alors, autre sujet qui vous préoccupe beaucoup, c'est la prostitution des mineurs, puisque c'est un phénomène qui est grandissant. Comment vous l'expliquez, ce phénomène, et surtout par quels moyens vous luttez contre ? Aujourd'hui, je voulais briser le tabou de la prostitution des mineurs. Aujourd'hui, un enfant mineur qui se prostitue est un enfant en danger, qu'il en ait conscience ou pas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, un enfant sur deux qui se prostitue considère que ce n'est pas quelque chose de grave et qu'il n'est pas en danger. Et c'est pour ça que je dis... Mais c'est pour des raisons, c'est souvent pour des raisons financières ? Non, pas spécialement. Plus maintenant. Et c'est peut-être ça le nouveau drame. Ouais. C'est parce qu'il y a historiquement dans notre pays de la traite humaine, des passeurs, des réseaux qui mettent principalement des jeunes filles à la rue et qui les exploitent. C'est de la traite humaine. Il y a malheureusement parfois la pauvreté qui amène certains jeunes, en général pas mineurs, mais des jeunes à se prostituer. Mais souvent dans les milieux aisés aussi. Et par contre, exactement. Et là où moi je voulais alerter toutes les familles françaises, c'est dire attention, la prostitution aujourd'hui, elle peut toucher tout le monde, toutes les classes sociales et tous les territoires. On a l'arrivée de nouveaux outils sur Internet. Je pense à des plateformes, par exemple, comme OnlyFans, où ça hypersexualise. On a la possibilité de vendre une vidéo de nu ou des images ou des photos. Et finalement, c'est une sorte de prostitution qui commence par le numérique avant de créer des engrenages. Et ça, si on en parle pas en famille... Qu'est-ce qui fait que des jeunes y cèdent ? Parce qu'aujourd'hui, on a, d'une certaine manière, dans notre pays, une hypersexualisation des enfants. On a aussi l'arrivée du numérique qui... est assez sauvage si elle n'est pas accompagnée dans les familles. Des parents très investis, mais parfois dépassés, parce qu'ils ne savent pas ou ils ne voient pas ça se passer. On voit aussi l'arrivée et les drames que fait le porno, la pornographie, et la relation à la pornographie très jeune. Vous savez, en France, la moyenne d'âge, c'est 13 ans. Un enfant, autour de 13 ans, voit ses premières images. Et donc, on a une relation à la relation sexuelle qui est de plus en plus dramatique et banalisée. Et donc, face à ça, on voit des drames. Et c'est pour ça que j'alerte. La relation une relation tarifée n'est pas une relation normale. Et quand vous dites j'alerte, ça veut dire qu'il y a des campagnes, Tout à fait. Oui. Il y a une grande campagne, et d'ailleurs un plan où on investit 14 millions d'euros pour faire des campagnes, d'abord au sein des écoles. Ces campagnes, parce que je les... Principalement dans les écoles, puisque c'est les enfants qui sont alertés. Ça s'appelle Je gère, mais c'est aussi, par exemple, le renforcement du 119, 24 heures sur 24, gratuit. Si on est témoin, si on est parent, il faut pas avoir honte. Il faut accompagner, il faut se faire accompagner. On peut appeler le 119, il y aura des professionnels pour aider. Ce n'est pas un drame. Il faut surtout briser le tabou du silence. Et c'est pas facile, je sais, mais on peut profiter de ces longs week-ends pour en parler en famille. Votre ministère, Sarah El Haïry, est sous une triple tutelle, mais notamment sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Or, plusieurs lycées de France ont reçu des messages d'attentats qui sont pris au sérieux par les services de sécurité. Vous êtes la ministre donc de l'Enfance et des familles. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux familles, précisément, de ces élèves qui peuvent légitimement être très inquiètes ? D'abord, la première des choses, c'est que je sais qu'un certain nombre de messages ont été envoyés, que des enfants et des adolescents ont vu ces messages parce que sur leur plateforme où ils font des devoirs normalement, il faut en parler. Déjà, savoir si on l'a reçu, on ne l'a pas reçu. Ensuite, la France lutte contre le terrorisme depuis toujours, et pas spécialement depuis notre gouvernement. Aujourd'hui, il y a une menace qui est plus élevée, et donc nous avons rehaussé la protection. Plus de 4000 militaires et forces de sécurité intérieure, donc de policiers et de gendarmes, sont autour de nos écoles. Renforce les gares, renforce les centres-villes, les centres commerciaux. Parce que oui, il y a un risque attentat qui est au plus élevé qu'on ait connu. 2 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017. Pourquoi ? Parce qu'on lutte contre l'islamisme. Parce qu'on lutte contre, finalement, les ennemis de nos valeurs, c'est vrai. Et la France est mobilisée. On a plus de 3000 personnes qui pourront venir renforcer les dispositifs Sentinelle en moins de 12 heures si on a besoin. Maintenant, soyons honnêtes,
Ces messages ont créé beaucoup de troubles. Il y a des enfants qui ont peur parce qu'ils ont lu ces messages, parce qu'ils ont vu ces vidéos. Il y a un accompagnement qui sera fait également dans les écoles et on renforce aussi les outils numériques parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ces messages, ils avaient vocation à créer la terreur dans les familles et la terreur dans ces sanctuaires qui sont précieux, l'école. On a malheureusement connu des drames. Je pense bien sûr à Dominique Bernard, à Samuel Paty. Il ne faut pas oublier que c'est contre nos valeurs que les terroristes aujourd'hui nous combattent et nous font, oui, la guerre. Un groupe de sénateurs LR a remis il y a quelques jours un rapport sur la transidentité des mineurs. Les sénateurs s'interrogent sur les causes de ce qu'ils appellent la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents. Ils devraient faire prochainement une proposition de loi visant à interdire tout traitement médical ou chirurgie avant 18 ans. Comment vous accueillez cette démarche ? Je crois que personne n'a une vérité pleine et entière. C'est un sujet qui est, c'est vrai, très médical, parce que la question, ce sont des médicaments. Je fais confiance aujourd'hui aux spécialistes, aux médecins, pour accompagner d'abord parfois la douleur d'enfants qui ne se sentent pas nés dans le bon corps, dans la bonne identité. Je comprends aussi que les enfants, aujourd'hui, ils sont à accompagner, à protéger avec leur famille. Donc je ne pourrais pas m'exprimer spécialement sur cette proposition de loi. Je pense que les travaux sont étayés, mais c'est une discussion à avoir avec des médecins, des spécialistes. J'imagine la douleur parfois dans une famille, pour accompagner, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on voit parfois son enfant qui n'est pas heureux, qui a besoin. C'est la réversibilité aussi des. Mais la loi interdit aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, la loi interdit des actes qui seraient irréversibles chez des enfants. C'est une loi qui est protectrice en France. Il nous reste un peu moins de minutes, peut-être un petit mot sur les micro-crèches, Roselyne. Oui, les micro-crèches, vous avez annoncé le lancement d'une mission de contrôle des micro-crèches pour lutter contre les risques de maltraitance. En 2023, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales dénonçait des maltraitances sur les enfants dans certaines crèches. Vous avez des raisons de penser que ces micro-crèches sont particulièrement coupables de maltraitance ? Moi, je n'attendrai pas de drame ou de scandale à la Orpea pour agir. Orpea, c'était un groupe qui contrôlait des EHPAD, Tout à fait. Qui en contrôle encore d'ailleurs. Donc vous êtes vigilante ? Moi, je suis particulièrement vigilante. Je souhaite pour une fois qu'on fasse une grande campagne de prévention et de contrôle en amont. On a fait évoluer la loi grâce à ce rapport. Et donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de saisir des inspecteurs et de faire des contrôles massif, c'est vrai, XXL. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on dépose XXL, un enfant... c'est le mot de... Oui, c'est le mot de la journée. Mais moment. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à ce que la loi me permet aujourd'hui, eh bien, de ne pas attendre et de finalement construire une société de la confiance. Je dois mettre en place le service public de la petite enfance. Une place, qu'elle soit une place de garde à prix raisonnable et de qualité partout. Je ne ferai pas ces créations en prenant le risque qu'elle ne soit pas de qualité. Un enfant, quand il est à la crèche, il ne parle pas. Il ne peut pas raconter à ses parents ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de les protéger. Et donc, je suis heureuse que cette campagne, elle soit faite. Quand on n'a rien à cacher, on n'a pas peur de contrôle. Merci Sarah Léry, merci. Oui, merci beaucoup d'être passée sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à Flore Simon et à Sigrid Azeroal et merci à toute l'équipe technique. À très vite.